À tous et bien sûr, merci de, de nous recevoir au sein déjà de vos locaux donc, de saisie. Je suis Diran Tafen, formateur et consultant dans le domaine du cloud et du DevOps. Je reconnais certains visages et aujourd'hui, on va essayer de partager euh, un concept qu'on a mis en place au sein de notre entreprise et qui est plutôt pas mal, dont j'ai jugé pertinent de partager également avec vous. Alors, quel est le programme de notre présentation? Donc, dans un premier temps, je vais vous indiquer donc, le contexte, les problématiques que nous avons, on va dire que nous avons vécues en entreprise. Ensuite, on va parler de l'AMI Factory. On verra la définition, qu'est-ce que c'est exactement. Ensuite, on parlera de DevSecOps. En quoi est-ce que le DevSecOps a impacté notre capacité à livrer de nouvelles images sécurisées pour nos équipes applicatives? Ensuite, on parlera un peu d'AWS avec notamment la notion de SCP. On verra comment est-ce qu'on a fait pour remédier aux machines qui ne respectaient pas les normes de l'entreprise. Et enfin, on conclura, mais je ferai quand même une petite démo. Ça fait toujours plaisir. Donc, on va commencer avec une introduction sommaire. Donc, voilà qui je suis. Je travaille un peu dans l'informatique, je pense comme bientôt pour les étudiants. Et certains, ils vont reconnaître les entreprises où ils sont déjà allés. L'informatique, c'est un petit village. Donc, voilà, je donne les formations au quotidien et je fais également un peu de consulting. Et quel est le contexte? Donc, actuellement, je suis chez un client où effectivement, on a environ 150 comptes AWS. Ça fait partie de l'une des factures les plus importantes d'AWS France. Donc voilà, c'est eux qui consomment le plus en termes de ressources. On a des comptes qui sont mutualisés. On a plus de 60 clusters EKS et effectivement, on a des équipes sur 5 continents. Donc, ça permet un peu de savoir dans quel cadre s'inscrivent les différents travaux que je vais vous présenter ici. Alors, quelle est la problématique? Il y a de cela quelques mois, on a fait un audit. Donc, vous savez, nos amis de la sécurité, ils arrivent toujours quand tout a déjà été fait. On a déployé, c'est en production, etc. Et après, ils viennent donc faire les audits. Et on se rend compte que 90% des machines n'ont pas d'antivirus. 90%. On se rend également compte que tout le monde utilise le compte route sur les machines de production. Donc, en gros, il n'y a aucune gouvernance qui a été mise en place. Et encore pire, quand on a appelé en astreinte et qu'on essaie effectivement d'opérer les machines, on se rend compte que les images qui ont été utilisées, en fait, ce sont souvent des images propriétaires où on n'a pas forcément les informations pour y accéder. Donc, en réalité, il n'y a eu aucune standardisation. C'est pour ça qu'on s'est dit, il faudrait effectivement que l'on puisse standardiser la façon dont on travaille avec nos outils. Il faudrait que, si je dois opérer une machine, il y ait un minimum d'outils installés dessus. SSH, clé privée, antivirus comme on l'a vu, les outils de monitoring, les agents de backup, etc., etc. Et c'est donc là qu'est venue l'idée de mettre en place donc une factory qui va nous permettre de hardener l'ensemble des operating systems que l'on propose. Alors, ce n'est pas une notion qui est née avec le cloud. Déjà en on-premise, sur du VMware, donc avec la suite vSphere, on avait déjà des problématiques qui étaient semblables. Mais donc, les problématiques, c'était donc en effet l'obsolescence déjà des tools. Il y avait des gens qui utilisaient des Windows qui dataient de plus de 3 ans. Donc, en réalité, il y avait des failles de sécurité comme pas possible. Mais le problème principal, c'était que la sécurité ne s'était pas encore mise au cloud. Donc, forcément, quand ils ont appris ce que c'est que le cloud, du coup, ils sont venus nous trouver directement dans le cloud et malheureusement, le mal était fait. On essaie également donc d'uniformiser nos différents operating systems et on essaie d'éviter l'explosion des coûts. Parce que si les gens ne savent pas quelle image utiliser pour déployer leurs infrastructures, mais du coup, ils vont prendre des images où il y a des souscriptions et là, l'équipe FinOps va venir cogner à la porte en disant ça coûte trop cher. Voilà. Donc, c'est leur travail et ils le font bien, même s'ils nous emmerdent un peu. Alors, solution qu'on a mis en place pour répondre à cette problématique d'uniformisation de notre infrastructure. Dans un premier temps, c'est dans la mise en place de l'AMI Factory. Le but, en effet, comme je vous ai dit, c'est de construire à la chaîne des systèmes d'exploitation qui sont prêts à l'emploi pour les différentes équipes et là, dans une problématique cloud. Ensuite, on a la partie donc SCP qui va nous permettre de limiter et d'empêcher les utilisateurs. C'est vrai qu'on essaie de faire confiance aux développeurs, mais souvent, ça ne se termine pas bien. Donc, on les contraint. On essaie de les contraindre au maximum à ne pas faire ce qu'ils veulent. Et ensuite, il y a forcément la partie remédiation. Parce que lorsqu'on dit à la sécurité, c'est bon, on propose de très très bonnes images, fiables et tout, ils nous posent la question, oui, mais les machines qui sont actuellement là, qu'est-ce qu'on en fait? Et du coup, il fallait donc un plan de remédiation pour corriger les machines existantes. Donc,
Voilà un peu les 3 éléments que l'on va parcourir pour essayer de comprendre comment solutionner cette problématique d'uniformisation de nos machines qu'on a déployées en production. Alors, l'AMI Factory. Bon, je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Le but, c'est de garantir la maintenabilité des serveurs ainsi que des images. C'est très désagréable d'être appelé, comme je le disais, en astreinte et de ne pas savoir ce qui est exactement sur la machine. Est-ce qu'on a nos outils? Est-ce qu'effectivement il y a la partie monitoring parce qu'on va aller regarder les métriques? Est-ce que le paramétrage, par exemple, de CloudWatch, pour ceux qui connaissent AWS, est-ce qu'il est pareil sur l'ensemble des serveurs? Ce sont autant de problématiques effectivement qu'on va se poser, nous les ops, lorsqu'on doit effectivement opérer cela. Alors, et même pour livrer les logs, parce que les développeurs vont dire, on a besoin des logs de l'application pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne plus. Et à ce moment-là, si on n'a pas effectivement fourni les bons logs dans le bon répertoire, du coup, on n'aura pas effectivement la possibilité de bien débugger. Donc, le but, c'est de garantir la maintenabilité des serveurs, uniformiser et standardiser les pratiques au sein de l'entreprise. À ce moment-là, on peut donc commencer à définir des règles, des normes, pour que si on a des personnes qui arrivent dans l'équipe, que rapidement, ils puissent être, on va dire quoi, opérationnel et opérer l'infrastructure assez rapidement. S'il faut effectivement dire aux gens, quand tu arrives sur le serveur, tu essaies de regarder ce qu'il y a et tu fais avec. Ce n'est pas une procédure, ça. Il faudrait qu'ils sachent qu'il y a tel outil qui est mis en place, etc. Et bien sûr, ça va lui permettre de facilement opérer les serveurs qui sont dessus. Ensuite, ça nous permet de maîtriser les coûts. Parce que si on est fait en amont, au niveau du FinOps, on leur a dit, voici les images qui sont validées, et ils peuvent donc anticiper les coûts à venir. Parce qu'on sait qu'il y a des OS qui ne sont pas payants, il y a des OS qui sont gratuits, et bien sûr, certains qui nécessitent des licences. Mais ça permet tout au moins au FinOps de se projeter pour pouvoir être sûr qu'il y a une adéquation entre les dépenses et ce que l'on souhaite vraiment avoir au sein de l'infrastructure. Et enfin, sécuriser les applications. Parce qu'il y a un problème dans les entreprises, c'est qu'on pense qu'en sécurisant l'application, c'est tout. Il faut également sécuriser les couches inférieures. Le cloud provider vous dit, moi, je sécurise toute la partie serveur, réseau, etc. Mais à partir du système d'exploitation, c'est vous qui êtes en effet responsable de ce qui se passe. Donc, il est important que l'on puisse en effet patcher les machines et faire tout ce qui va bien pour s'assurer que nos machines respectent les standards de l'entreprise. Donc, c'était vraiment un chantier très important qu'on a eu à mener. Ça nous a pris plus d'1 an et demi pour avoir vraiment quelque chose de fonctionnel et qui tournait tout seul. Alors, à quoi ressemble notre architecture? On va essayer de parcourir cela pas à pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a en effet notre cloud engineer ou DevOps engineer qui a envie éventuellement d'ajouter un nouveau package. Imaginons, on a une nouvelle version de l'antivirus qu'on doit installer et qu'on doit donc livrer dans les images. Du coup, on modifie effectivement notre code qui permet éventuellement d'installer l'application pour préciser quelle est la nouvelle version de notre antivirus. Ensuite, on publie sur notre GitLab parce que c'est un GitLab qu'on utilise dans le cloud et qui est déployé en l'occurrence sur de l'EKS en passant. Et on a 2 triggers différents. Le premier trigger, c'est effectivement quand le développeur décide de mettre à jour, mais on a aussi un trigger automatique, c'est-à-dire qu'on produit les images chaque week-end à la volée pour s'assurer en effet qu'on a bien les dernières versions des packages disponibles dans l'entreprise. Donc, on fait également du scheduling. Donc, GitLab va effectivement se charger de lancer nos pipelines. Je pense que bon, GitLab, c'est une solution, je pense qu'à peu près tout le monde connaît. Donc, il va lancer en effet les pipelines. Alors, les pipelines vont consister exactement en quoi? Lorsqu'on souhaite produire des images cloud, la technologie qu'on privilégie, c'est généralement Packer. Packer, c'est donc une solution qui va nous permettre de construire nos images en fonction des caractéristiques qu'on aura indiquées. Mais sauf que, on a également besoin d'installer un certain nombre d'outils dessus. Alors, dans un premier temps, dans le pipeline, on va essayer de générer les fichiers HCL. Imaginez, vous avez à peu près 5 systèmes d'exploitation. Allez, on peut avoir Debian, on peut avoir Ubuntu, on peut avoir Amazon Linux et on peut encore avoir Oracle et Red Hat. La problématique, c'est que chaque OS a encore différentes versions. Donc, ça veut dire que pour chaque version, donc pour chaque OS, on doit également gérer la maintenabilité de chacune de ces versions-là. Et donc, on doit générer des fichiers pour chaque type d'OS et chaque version d'OS. Et à ce moment-là, ce qu'on a essayé de faire, c'est utiliser Ansible pour pouvoir utiliser la notion de Jinja, de templating, pour pouvoir définir des modèles. Et grâce à ça, les fichiers Packer vont être générés en fait à la volée pour toutes les versions d'OS, pour toutes
les sous-versions de nos différents OS que nous allons avoir. Donc vraiment, c'est Ansible qui a été pour nous la meilleure solution pour tempétiser. Sinon, il fallait écrire plus de 50 ou 60 fichiers Packer. Et vraiment, moi, j'étais pas chaud pour le faire. En tout cas, personne dans l'équipe. Donc, du coup, quand les fichiers Packer sont générés via Ansible et notamment le Jinja, quand c'est des images Docker qu'on se produit, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, beaucoup d'applications sont containerisées pour faciliter leur scalabilité, leur disponibilité, leur élasticité et beaucoup d'autres choses que vous pouvez imaginer. Mais du coup, on utilise des images publiques. Et au départ, bien évidemment, la sécurité ne sait pas ce que c'est que Docker. Donc, nous, on passe le temps à utiliser des images qu'on retrouve sur le Docker Hub. Et après, ils viennent nous mettre des bâtons dans les roues. C'est leur travail et on essaie de faire avec. Donc, quand on a besoin, par exemple, d'une image, alors, l'équipe développement va nous dire on a besoin d'une image Java. Nous, on ne va jamais se permettre de builder nous-mêmes une image avec OpenJDK en partant de zéro. Ce n'est pas possible. Donc, on a signé un contrat avec la sécurité pour dire quand on a besoin d'images, en effet, par exemple OpenJDK, on va récupérer directement à partir du Docker Hub. Mais ce qu'on garantit à la sécu, c'est que lorsqu'on récupère ces images-là, on va d'abord les hardener. Par exemple, on va installer le certificat de l'entreprise. Parce qu'en effet, si ces conteneurs ont besoin de jouer avec certaines API ou certaines applications de l'entreprise, il faudrait qu'ils fassent confiance aux certificats qui sont présentés par l'écosystème des applications de la boîte en question. Donc, grosso modo, quand on prend ces images-là, on met à jour l'ensemble des packages avec des apt updates et ensuite, on y joue quelques playbooks. Parce que oui, on peut également utiliser les playbooks directement dans nos comptes. Donc, en gros, c'est Packer qui va effectivement être cette moulinette-là qui va nous permettre de produire nos images. Alors, lorsque Packer effectivement commence à travailler, en fait, il va utiliser un runner. Tout se passe en fait sur un runner GitLab. Ce runner GitLab-là a déjà un certain nombre d'outils installés dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer en gros? Packer va créer une machine virtuelle. Ça, c'est si on build bien sûr une image, donc pour une EC2. Et du coup, il va utiliser que ce soit Ansible ou le Bash ou PowerShell si c'est du Windows. Moi, je suis allergique à Windows, mais c'est pas grave. Mais voilà, on doit quand même en produire, on n'a pas le choix. Donc, en gros, Packer va dire, je veux que tu déploies une EC2 en utilisant une image de base, par exemple une image Amazon Linux 2, on va déployer une EC2, et ensuite on va lancer un playbook. Le playbook en question, on a plein de collections qu'on utilise, plein de rôles qu'on utilise. On utilise des rôles de Girlingy pour ceux qui connaissent un peu Ansible. On utilise aussi quelques collections qui permettent de faire du hardening. Alors, en gros, ce hardening-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'assurer qu'il y ait du list privilege sur les comptes. Il va s'assurer que les mots de passe sont bien définis en mode expiration et qu'on n'a pas de user avec un mot de passe qui n'expire jamais. Bref, il va regarder vraiment plein de choses dessus et il va s'exécuter. Et bien évidemment, on a l'installation des différents agents. Les agents notamment liés au monitoring, comme je dis, au backup également, à l'antivirus et à plein de petites choses aussi qu'on installe pour intégrer cette machine-là à cet écosystème. Par exemple, quand on va vouloir faire de l'inventaire avec notre outil de gestion de ticketing, il faut bien que l'agent effectivement soit installé dans cette image-là. Donc, quand tout est installé dans cette machine, en fait, la machine est templétisée, grosso modo, elle est snapshotée. Et c'est donc à partir de ce snapshot-là qu'on a donc notre AMI, notre image, que l'on met du coup dans notre catalogue qui est tout simplement géré par le service AMI de AWS. Et lorsqu'on a cet AMI-là, il nous suffit juste maintenant de partager. Je vous ai dit qu'on a plus de 150 comptes. Donc, il faut ensuite partager cet AMI-là avec l'ensemble des comptes disponibles. Alors, étant donné qu'on a une organisation AWS pour fédérer ces 150 comptes, mais du coup, il suffit simplement de partager avec l'orga pour que tout le monde puisse en effet appeler cette image-là. Donc, en gros, c'est le principe en ce qui concerne les images. Maintenant, les images de C2. Maintenant, en ce qui concerne les images de conteneurs, en gros, on utilise toujours Packer et on utilise le provider, donc Docker, qui permet de produire les images. Donc, on pool une image de base. Ensuite, on fait les apt updates, on joue quelques playbooks et ensuite, on publie sur ECR. Et lorsqu'on a publié maintenant sur ECR, les projets qui travaillent sur Kubernetes peuvent en effet venir récupérer l'image qui se trouve ici. Voilà. Et eux, ils vont utiliser un rôle AWS pour pouvoir y accéder. Donc, en gros, voici l'architecture qu'on utilise. Donc, je rentrerai dans les détails de code et tout par la suite, mais ça ressemble grosso modo à ça. Et on a donc des events qui sont schedulés. Par contre, pour les events schedulés, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a défini des plages horaires. Donc, c'est généralement le week-end qu'on build les images. Mais sauf qu'on ne les met pas, en fait, au même moment.
sinon ça prend trop de temps et souvent il peut y avoir des interférences au niveau des push, des pulls. Donc on a en fait défini des périodes de production des images. Voilà. Et du coup, c'est schedulé ici. Et on le fait le week-end généralement. Bien. Alors, je vous ai dit que la solution qu'on a effectivement jugée utile pour tout ce qui est production de nos fichiers Packer, c'est Ansible. Et dans ce sens, on a découvert, en fait, on a trouvé un plugin qui s'appelle Generator et qui permet en fait de générer un inventaire à partir d'un fichier. Vous lui donnez juste effectivement un fichier comme ceci, vous lui donnez les différentes layers et il est capable donc de générer un inventaire avec les autres, avec les groupes parents directement en jouant sur toutes ces valeurs-ci. Donc ça veut dire que c'est lui qui va en fait faire l'arbre et générer en fait les fichiers qui vont bien après. Donc nous on va utiliser ce principe-ci pour générer dynamiquement l'ensemble des éléments de l'inventaire. Ça veut dire que si on veut par exemple activer de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles versions, ben, du coup, il nous suffit simplement de rajouter en fait ici et ça va être directement pris dans l'inventaire qui permettra de produire nos différents fichiers Packer. Voilà. Donc, c'est le Jinja qu'on va utiliser dans ce sens-là. Et dans la démo, vous allez voir effectivement que ça marche plutôt pas mal. Alors, maintenant, nous allons passer à la partie DevSecOps. L'une des problématiques que la sécurité nous pose, c'est bien beau de produire les images que vous êtes en train de nous fournir, mais à quel moment on est sûr qu'en termes de vulnérabilité, cette image-là, en fait, est sec? Il ne faudrait pas qu'on se rende compte a posteriori, quand l'application est déjà en production, que l'image a en fait des vulnérabilités. Donc, comment est-ce que vous pouvez nous garantir que ce que vous avez produit n'a pas, ou en tout cas, a des vulnérabilités qui ne sont pas sévères? C'est pour ça qu'il fallait donc introduire dans la pipeline la notion, en effet, de DevSecOps, c'est-à-dire on introduit la sécurité avant de pousser effectivement notre image en production pour qu'elle soit disponible. Et en termes de solutions qu'on utilise donc, il y a Travail. Alors maintenant, vu qu'on a signé un contrat avec nos amis aussi de Aquasec, on pourrait utiliser la version donc payante. Bon, on a d'abord testé avec la version gratuite. Mais on va aussi passer sur Aquasec vraiment qu'on utilise déjà sur EKS pour régler les vulnérabilités liées au conteneur. Donc, en gros, quand on va effectivement produire l'image, avant de publier effectivement l'image, on va d'abord la scanner avec Travail. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une EC2, vous pouvez en fait scanner le file system de cette EC2-là et il vous donne directement les vulnérabilités. Donc, nous, on le met directement dans les scripts d'installation des outils sur l'image pour qu'en même temps, il scanne également cela. Et ce qui est bien, c'est qu'il permet également de faire la même chose pour les conteneurs. Alors, la difficulté qu'on a eue pour les conteneurs, c'est qu'on avait du mal avec Packer à lui demander directement de scanner l'image Docker qu'il a produite en fait. Parce que Packer ne supporte pas le fait de rajouter des post-opérations de type bash. Des post-opérations de type bash où nous-mêmes on fait en fait travail. Non. Malheureusement, on a rajouté ça en fait en tant que commande dans les opérations, par exemple, quand on fait apt update dans l'image, on a aussi rajouté du coup le scan du file system pour qu'il nous donne en fait ça. Donc, on n'a pas pu utiliser ça avec Packer. Voilà. Et donc, du coup, ça nous a fourni les vulnérabilités et ça fait en sorte que si il y a des vulnérabilités, donc, on a mis les paramètres pour empêcher qu'il traverse s'il y a des vulnérabilités de type critique, voilà, en termes de sévérité. Alors, aussi en termes de sécurité, pour la partie IAC, on a utilisé Checkov, qui nous permet en effet de nous assurer qu'on utilise bien la bonne image via notamment la définition de règles custom. Parce que vous n'avez pas en fait de façon native des éléments qui vous permettent de tester cela. Vous pouvez définir vous-même vos propres règles Checkov. Et donc, du coup, nous, on a écrit nos propres règles qui nous permettent en effet d'avoir une liste d'images qui ont été effectivement conventionnées et qui est mise à jour. Donc, cette liste-là, en fait, est mise à jour à chaque fois qu'on produit une nouvelle image. Et si quelqu'un essaie de déployer du code Terraform, parce que c'est ce qu'on utilise pour déployer, du coup, nos infrastructures, et si l'image ne se trouve pas dans cette liste-là, du coup, il bloque voilà, directement. Donc, ça, c'est un deuxième aspect DevSecOps qu'on a mis en place. Et enfin, les SCP. Alors, on aura beau mettre tous les éléments. Imaginez, vous mettez en place Checkov, mais sauf que les gens créent des choses à la main. Forcément, vous êtes un peu embêté. Et donc là, on a été obligé de mettre en place des SCP, parce que même lorsque vous mettez des polices IAM, il y a des gens qui vont trouver les moyens de faire des élévations de privilèges. Donc, du coup, au niveau des SCP, en fait, on empêche de faire l'action launch ou run instance avec des images qui n'ont pas été validées. Voilà. Donc, c'est vraiment sur cette action-là, run instance, qu'on empêche effectivement
de la faire si l'image ne se trouve pas dans la liste qui a été définie. Donc, c'est les 3 actions que nous, on met en place pour s'assurer effectivement que, en termes de problématiques, on puisse quand même y répondre. Mais ça, c'est pour les... Oui. Ah, security policy. Je vais en laisser, c'est encore quoi là pour ceux qui ont la mémoire fraîche, les jeunes là. Hein? Security compliance policy. Tout le monde est d'accord? Du coup, c'est ça. Donc, SCP, c'est ça. Du coup, nous, on l'utilise effectivement pour gérer en fait les policies au niveau de tous les comptes. En fait, c'est ça le truc. C'est que ça nous permet vraiment d'appliquer une même stratégie à l'échelle de l'entreprise et sur tous les 150. Exactement. Mais je pense qu'effectivement, il y a les équivalents de l'autre côté. Donc, ça, c'est ce que nous on dit effectivement à la sécurité. Et ils nous disent très bien, c'est formidable, vous avez trouvé la solution, mais ça, c'est pour les prochains déploiements. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les applications qui sont déjà en production avec les EC2 qui sont bancales? Et là, c'est la phase la plus désagréable techniquement qu'on doit faire. Les phases de remédiation. Alors, premier élément, il faut déjà détecter les images qui ne sont pas bonnes. Il y a plusieurs outils qui permettent de le faire, mais nous, on a utilisé du coup AWS Config, sachant qu'on peut effectivement faire des advanced queries. Et dans ce sens-là, on a en fait un compte qu'on appelle compte audit qui lui centralise en fait l'ensemble des informations des 150 comptes. Donc, il nous suffit juste de venir en fait sur l'AWS Query, donc sur l'AWS config, et d'aller dans Advanced Query et définir en fait notre règle qui permet de remonter l'ensemble des images qui sont utilisées par exemple dans un compte spécifique et on peut se rendre compte des machines qui ne sont pas compliant. Donc ça nous sort en fait une liste. Il y a aussi un outil que j'ai vu dernièrement et qui s'appelle Cloud Query. Pour ceux qui travaillent sur AWS ou même sur d'autres clouds, n'hésitez pas à regarder, ça c'est vraiment pas mal. L'équipe FinOps l'utilise beaucoup parce que ça permet en fait d'avoir une visibilité sur l'ensemble des ressources qui ont été déployées. Vraiment de façon beaucoup plus aisée que de venir écrire des requêtes ici. Ça, moi, je déteste faire ça. Donc, du coup, avec cet outil-là, tout est fait de façon graphique et c'est vraiment super agréable. Donc, depuis que nous, on l'a, avec la notion de tag, par exemple, qui sont obligatoires, mais du coup, on peut rapidement savoir sur cette interface-là toutes les ECD qui n'ont pas tous les tags, en fait, qui ont été demandés par la sécurité, par exemple. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc, là, on essaie déjà de détecter les machines qui ne sont pas compliant, qui n'ont pas la bonne image. Maintenant, il faut remédier. Et là, on a différents cas. Alors, les premiers cas notamment qui sont liés à l'utilisation de l'autoscaling group pour des applications de type stateful, stateless. Pour rappel, stateful, application qui va éventuellement stocker des données, et stateless, des applications qui sont sans état. Alors, lorsqu'on a ce type d'application donc avec un ASG et que l'installation de l'application a été automatisée, c'est bon. Il nous suffit juste au niveau de l'autoscaling group de donner en fait le nouvel ID de l'image et donc automatiquement l'autoscaling group va être recréé, en tout cas les nouvelles ECD vont être recréées et ils peuvent donc lancer l'installation automatique de l'application. Ça, c'est le rêve. C'est quand effectivement l'installation de l'application a été automatisée. Il suffit juste de mettre à jour l'image ID dans le launch template. Alors, maintenant, on a des ASG où l'application est déjà installée dans l'AMI. Parce qu'il faut savoir qu'il y a effectivement des images qui ont déjà l'application installée à l'intérieur. Ça arrive. Mais nous, on n'encourage pas cela. Mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il faudrait que l'équipe qui a effectivement installé l'application, en fait, s'arrange plutôt à avoir un pipeline qui va en effet permettre de créer leur nouvelle image avec l'application à l'intérieur. Donc, nous, on leur demande de chercher en fait la procédure d'installation, soit via Ansible, soit via tout outil, soit Puppet, soit Chef, bref, tout outil d'installation de l'application. Donc, nous, en fait, on va leur mettre en place un pipeline qui, lui, prend en entrée les images de la factory et ensuite exécute simplement le code d'installation de leur application et donc leur livre à la fin l'application ou en tout cas l'image avec déjà l'application à l'intérieur. Donc là, on fait donc ce qu'on appelle on crée un pipeline particulier. Voilà. Ensuite, pour les machines en standalone, ce que l'on déteste aussi, pourquoi faire du standalone quand on peut faire de l'ASG? Bon, il y a des applications assez particulières quand même. Donc, si on a des machines en standalone qui sont soit en stateful, soit en stateless, avec en effet une automatisation de l'application, on n'a pas le choix. On leur fournit également la même solution de création de leurs images qui va également intégrer la partie installation de leur application si l'application, la procédure est automatisée. Et je vous assure, on est arrivé dans des cas
où les gars nous ont dit il n'y a pas d'automatisation possible pour l'installation de notre application. Ça, on n'a jamais compris pourquoi, mais un indice, c'était lié au DBA. Voilà. Donc, là, effectivement, quand c'est automatisé, du coup, on leur donne le pipeline. Lorsque l'installation d'une application, par exemple, en stateless, et là, on a l'installation qui est faite manuellement, on s'arrange quand même à essayer d'automatiser effectivement avec eux et on leur met à disposition ce pipeline-ci, qui est vraiment différent du nôtre. Le leur est vraiment très, très simple. Ils ont leur Packer file, voilà, avec un script Ansible pour installer leur application et c'est bon. Et le dernier cas, on ne peut absolument rien faire, c'est une application stateful, donc qui stocke des données. Et là, en effet, l'installation de l'application est faite manuellement et personne ne sait plus comment la faire parce que c'est trop vieux. Du coup, on est obligé en fait d'exécuter les opérations que l'on fait en fait sur les images lors du hardening. On est obligé effectivement de les exécuter sur ces EC2. On n'a pas le choix dans ces cas-là. Donc, c'est effectivement des choix difficiles parce que si ces genres de machines en fait évoluent très très difficilement. Et ça, j'ai même vu ça dans les banques du côté de la Suisse. Souvent, il y a des machines qu'on ne touche même plus. C'est-à-dire, c'est interdit de les toucher parce que c'est tellement vieux que si on touche, ça risque de tout casser. Voilà. Donc, on va un peu regarder comment ça se passe. Afin d'éviter d'avoir un effet démo et surtout que je ne suis pas sur le poste de l'entreprise, j'ai pré-record. Voilà. Euh, ouais. Ah oui, c'est peut-être seulement la page que tu as partagée. On va essayer de parcourir un peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble concrètement. C'est bon. Voilà. Je ne suis pas là. Alors, donc, je reviens au début. Alors, notre repository ressemble en effet à ça. Il est basique, hein, avec des scripts, des playbooks, avec le fichier donc GitLab IAC, voilà, donc du classique. Et on va essayer effectivement de voir déjà comment, par exemple, je lance l'exécution ou la création de mon image. Donc, il me suffit de partir effectivement dans Pipeline et ensuite, je peux lancer en fait un pipeline manuel très facilement. Donc, je lance le pipeline, voilà. Et ensuite, je fournis les variables. La branche, c'est la master. Et je fournis, par exemple, l'image que je veux. Donc, Ubuntu AMI. Donc, quand il voit AMI, en fait, il sait que c'est une image de C2 parce qu'on a aussi des images Ubuntu pour des conteneurs. Et ensuite, je lance. Alors, il y a quand même pas mal d'étapes sur lesquelles, effectivement, je vais revenir brièvement. On a la partie environnement de build. Donc, c'est là, éventuellement, où on va installer les virtual env, tout ce qui va bien. Ensuite, on génère les fichiers Packer à l'aide d'Ansible et l'inventaire qui est généré de façon dynamique. Ensuite, on build les images. Et ensuite, on build la doc. Parce que oui, après, il faudrait que l'on puisse dire au projet quelles sont les images en fait à utiliser. Et donc, on leur build la documentation grâce à un outil qui s'appelle MakeDoc. Et du coup, il permet en fait de variabiliser la génération du fichier de documentation. Et ensuite, on synchronise ça sur une EC2, donc via un S3, qui est tout simplement un site web qui va leur donner la liste. Donc, vous allez voir à quoi ça ressemble tout à l'heure. Donc là, on a notre inventaire, vous voyez l'ensemble des fichiers là. Donc, si on clique sur l'un de ces fichiers, vous allez voir à peu près à quoi est-ce que ça ressemble. Hein. Bon, je pense, je sais plus ce que j'ai choisi ici. C'était Ubuntu, par exemple. OK, OS Ubuntu. Et là, effectivement, on voit, donc on utilise le plugin Generator. Vous pouvez installer des plugins sur Ansible. Hein. C'est libre. Donc ensuite, on a le fichier de configuration. Et comme je vous dis, ce qui est intéressant avec ces générateurs-ci, c'est que dans la partie layer, en fait, vous pouvez définir les différents éléments sur lesquels il va boucler pour produire en fait l'inventaire final. Vous donnez juste les layers. Et comme vous voyez là, c'est variabilisé. Donc OS sera parent de OS Builder sera parent de OS, etc. C'est ce qui nous permet en fait de créer la structure des images enfants. Ça veut dire que si vous lui dites pour tous les Debian, il faut que tu installes ce package-ci, mais il va faire donc ça pour Debian 10, Debian 12, Debian 13. Et on peut créer des exceptions. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée effectivement ces exceptions-là. Donc là, si on va par exemple sur un de mes collègues qui a rajouté donc Ubuntu 22.04 dernièrement, bah, du coup, il a juste fallu effectivement qu'il rajoute en fait ça dans le fichier. Voilà. Et du coup, on avait du 22.04. On ne l'avait pas mis avant parce que SSM, qui permet de gérer le patching de nos machines, du coup, ne supportait pas encore. Et c'est, je crois, il y a un mois, KWS nous ont dit que maintenant, ça permet de patcher aussi les machines, voilà, les Ubuntu 22. Donc, grosso modo, c'est à ça que ces fichiers-là ressemblent. Ensuite, dans les groupes VARs, en fait, on définit maintenant la personnalisation, la spécification.
de chacun de nos images. Donc, si on veut spécifier ou alors on a envie de customiser une image bien spécifique, ben, du coup, comme on sait quel est l'inventaire qui sera généré, tous ces éléments, on sait en fait que c'est généré par l'inventaire. Donc, on anticipe le nom et on définit simplement. Par exemple, pour OS AMI, c'est celui-là que j'ai ouvert, en fait, je définis les variables. Donc, builder type, AMI, etc. Je définis aussi le playbook par défaut, la clé SSH qui va être déposée et également la partie Ansible. Ça veut dire que tous ceux qui seront enfants de OS AMI dans l'arborescence qui sera produite, grosso modo, mais du coup, va respecter cela. Et là, si je pars sur OS, qui est le parent de tout le monde, mais du coup, la variable conteneur type, en fait, je la mets à OS. Donc, c'est vraiment, il y a un système de variabilisation qui est très poussé parce qu'on essaie d'aller jusqu'à la micro-version qui nous intéresse. Donc là, on est sur du Ubuntu, OS name, le playbook qui doit être exécuté. Là, on précise donc le playbook là. On personnalise Ubuntu en lui donnant ce playbook là. Ensuite, Ansible username, donc l'utilisateur a utilisé pour se connecter en SSH au moment du hardening. On lui précise cela. Si c'est une image, Docker Official Image, on lui dit d'aller prendre sur le Docker Hub. Donc, ça veut dire que là, on donne vraiment l'ensemble des paramètres qui vont s'utiliser, peu importe la version de Ubuntu qu'on a. Et si on va aller beaucoup plus loin, on crée simplement un fichier avec la version qu'on a définie dans le fichier qui était plus haut. Donc là, c'est Ubuntu 22.4. Pour Ubuntu 22.4, voilà par exemple les variables qu'on fournit. Et automatiquement, il va hériter de OS AMI, de Ubuntu en termes de variables. Et nous, on va simplement customiser pour aller sur des versions particulières. Maintenant, concernant la partie Playbook, je l'ai enregistré vite. Hein. Du coup, sur la partie Playbook, on a nos dossiers et nos fichiers, bien sûr, qui permettent d'installer des choses sur chacune de nos images. Donc, dans la partie template, et c'est là où il y a une partie de la magie. Donc, on a AMI, on a en fait notre fichier Packer qui a été variabilisé sous forme de Jinja. Donc, c'est un fichier HCL classique, mais qui a tout simplement été dopé à la variabilisation en mode Jinja avec les valeurs par défaut que l'on construit à partir donc des variables qu'on a définies dans le fichier groupe vars. Tous ces fichiers. Donc, on a bien la section build, on a le VPC où le C2 temporaire va être créé pour ensuite créer l'image que l'on veut. Donc, tout ça va être remplacé de façon dynamique. Et maintenant, on a des spécifications. Ça veut dire qu'à la fin, en fait, on va prendre, par exemple, Ubuntu Packer, on va concaténer avec ce qu'on a vu précédemment, qui est le générique, pour avoir, en fait, le fichier final. Et là, on a juste les deux provisionnels qui nous intéressent. On précise les scripts que l'on voudrait exécuter. Ensuite, les commandes qu'on voulait éventuellement mettre, qu'on voudrait éventuellement mettre sur notre machine. Et donc là, on a la partie Oracle avec ses spécificités, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de variabilisation et je pense que Jinja, c'était vraiment l'une des meilleures solutions, à part ceux qui veulent faire le Go templating comme on le fait avec les chartes N. Mais nous, on est plus côté Ansible et Python. Donc pour la partie Red Hat, par exemple, vous voyez, c'est du Jinja. Hein. Si l'OS, par exemple, égale à 6.10, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes avec la version de Red Hat, donc 6.10, mais du coup, dans le Jinja, on change en fait la façon dont on fonctionnait par défaut. Donc, c'est vraiment de la variation qui est plutôt pas mal. Donc, voilà. Pour la partie Ansible, vous voyez, on différencie. Si l'OS name, c'est Windows, on fait ça parce que les paramètres sont différents. Si c'est sinon, c'est forcément Linux. Voilà, le champion du monde. Et on lance cette partie-là. Voilà. Donc, c'est vraiment un repo qui est très, très riche. Ça a été initié donc par un de nos collègues qui malheureusement nous a quittés. Mais voilà, pour la partie, par exemple, donc OS Ubuntu, le playbook, vous voyez les différentes collections qu'on utilise. Voilà, il y a des choses qu'on a commentées, c'est pas très propre, mais bon, on va faire comme si on n'a pas vu. Donc, du coup, on a effectivement ces différentes collections. Par exemple, SNow, donc ça, c'est effectivement pour la partie ServiceNow, ticketing, etc. Voilà. Donc, on installe tout ça. On utilise, comme je vous ai dit, beaucoup de collections communautaires dans ce qu'on installe au niveau de nos machines. Donc, en gros, voilà nos rôles. On a un rôle pour installer également tous les certificats de l'entreprise dans nos EC2. Donc, on a des rôles qu'on a définis par rapport à ça. Voilà. On a aussi des scripts, notamment pour partager nos AMI à tous les comptes. On a aussi un script pour partager les AMI dans les autres régions. Je vous ai dit qu'effectivement, c'est un grand groupe, donc il a des équipes partout. Nous, on utilise vraiment 90% des régions AWS, hein, donc ils sont partout. Et du coup, il faudrait effectivement partager ces AMI-là avec ces régions-là. Et la problématique, c'est qu'on ne peut pas en fait partager une image comme quand on partage simplement avec des comptes qui sont dans la même région. Il faudrait que l'image physiquement soit dans la région. Donc, il faut effectivement créer une image de l'autre côté, effectivement, en copiant, grosso modo. Mais effectivement, il faut le faire. Voilà.
Donc voilà du coup la génération de la documentation ici. Et on utilise donc MakeDoc pour pouvoir le faire très simplement. Voilà. Et du coup, il génère en fait un fichier comme ça de façon automatique. Voilà. Et donc, tout simplement, les utilisateurs vont sur une URL qu'on leur donne. Et cette URL-là, en fait, est simplement mise à jour de façon automatique par le pipeline. Voilà. Donc, vraiment généré de façon complètement automatique. Je me demande bien ce que je cherchais sur cette partie-ci. Donc là, c'est la génération de la doc. Très bien. Alors, ensuite, donc, normalement, je montre à quoi ressemble notre site. Voilà. Donc, ça, c'est l'URL qu'on donne en fait au projet pour savoir quelles sont les images en fait qui sont disponibles. Donc, lorsqu'ils vont dessus, voilà, ils ont les différentes images. On fournit aussi les images pour EKS parce que même effectivement, EKS, on leur a dit, on ne va pas laisser les images, vous n'allez pas utiliser les images communautaires. On doit installer nos outils dessus. Donc, même pour la partie EKS. Par contre, on a eu un problème avec EKS parce que quand on faisait les APT upgrade, en fait, ils changeaient le noyau et du coup, la CNI ne fonctionnait plus bien. Et donc là, on a discuté avec le support. Ils ont dit enlever quand même une partie du hardening. Ils ont eu une dérogation de la sécurité et on ne faisait plus grand chose dessus. Voilà. Mais on a quand même dit qu'ils doivent utiliser notre image. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'enregistrais, mais du coup, quelqu'un a dû lancer tout le but des images. Donc, c'est un peu parti en cacahuète. Je vous montre juste le résultat pour terminer, pour un build qui a fonctionné. Tac, 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 pour la fin de ce build-là. Voilà. Donc, quand effectivement le build se passe bien, l'environnement a été généré, les fichiers Packer ont été générés, j'ai buildé une AMI ici et les pages ont été mises à jour avec la nouvelle version qui est disponible. Donc, lorsque je vais sur les images, voilà, on a effectivement les images qui sont générées. Alors, vous allez voir qu'il y a effectivement du 0D, 14D. Alors, c'est quoi le principe? Étant donné qu'on est accompagné par AWS ProServe, qui nous ont dit, quand on produit en fait des images, il faut un niveau de patching qui est différent. Si je produis une image aujourd'hui et que j'ai installé les derniers patchs à jour d'aujourd'hui, il faudrait que je fasse une autre avec des patchs qui datent par exemple de 30 jours. Pourquoi? Parce que si je déploie l'application en production et qu'il y a un problème lié à la nouvelle image ou en tout cas à cause des patchs que j'ai faits, en fait, j'aurai directement l'incident en production. Donc, ce que nous on dit aux gens, c'est que la 0D, vous déployez en pré-prod et vous déployez la 30D en production. Comme ça, s'il y a un problème en pré-prod, on a 30 jours avant que l'autre, en fait, n'applique le patch. Bref, c'est un concept un peu bizarre, mais ça marche plutôt pas mal. Du coup, on produit en 3 versions, 14D, 30D, 0D. Voilà. Et ça nous permet de mieux gérer cet aspect patching. Donc ensuite, voilà, on a ces différentes images-là pour les oracles aussi. Oracle, on a quand même pas mal de problèmes parce que nous, on n'est pas expert vraiment de toute la partie. Non, je disais Oracle, Red Hat, parce qu'avec Red Hat Satellite et tout, on a un peu de difficulté à faire fonctionner tout ça. Des fois, on est facturé doublement pour la partie licence. Donc bref, c'est un peu compliqué pour la partie Red Hat. Donc il y a encore une dernière chose, je crois que je montrais. Il y a aussi la partie donc ECR. Donc on livre aussi les images via ECR. Et pour ceux qui veulent faire de l'automatisation, parce qu'on a dit au projet, si vous voulez récupérer à chaque fois la dernière version de notre image, en fait, on va la déposer sur euh, dans SSM, vous avez en fait la partie, comment est-ce qu'ils appellent encore ça? Ça permet de fournir en fait des paramètres store. Voilà. Donc, dans System Manager, vous avez les paramètres store qui vous permettent en fait de rentrer simplement les informations. Et qu'est-ce que nous on fait à chaque fois qu'on build en fait une image? On écrit l'ID de l'image dans ce paramètre store-là. Et ça veut donc dire qu'on peut mettre en place un topic SNS qui fait en sorte que dès on écrit en fait une nouvelle version d'image, donc la dernière version, dans ce on va dire quoi dans ce topic-là, mais du coup, il peut directement enchaîner un autre pipeline. Donc, en gros, donc voilà ce que nous avons mis en place. Ça nous a permis vraiment de mieux gérer les machines, de mieux administrer ces machines au quotidien et bien sûr d'être compliant envers la sécurité qui voudrait que tout soit carré et propre. Donc, merci pour votre attention. Je prends les questions s'il y en a. Oui. Alors, s'ils sont dans ce scénario-là, lorsque nous on produit en effet une nouvelle image, le but
c'est que ces derniers, en fait, produisent leur image de façon automatique. Et s'ils ont mis en place un auto-scaling group, parce que c'est ça le problème, c'est que s'ils n'ont pas mis en place d'auto-scaling group, ben, du coup, ça va être pénible. Mais s'ils ont mis en place un auto-scaling group dans une pipeline, par exemple, Jenkins, ce que certains ont bien fait, ben, du coup, c'est transparent pour eux. Parce que si c'est bien fait et que l'application, en effet, est capable, ben, du coup, d'avoir des nœuds qui disparaissent et qui reviennent, c'est transparent, en fait. Mais nous, on produit les images, voilà, une fois par semaine et quand même la sécurité, voilà, voir que ça se passe bien. Mais très peu de projets arrivent à ce niveau de détail. Souvent, on est obligé d'aller un peu gueuler pour dire ça fait 2 mois ou 3 mois ou 1 an même que vous n'avez pas mis à jour vos images, ben, faites-le. Ouais. Mais ce n'est que pour les applis qui sont sur des auto-scaling group et la procédure aussi d'installation marche bien. Par exemple, Citrix, donc on a une équipe qui s'appelle Citrix et eux, effectivement, ils ont automatisé de bout en bout. Donc, ils sont vraiment autonomes. Et à chaque fois qu'on produit, ils déploient. Ils n'ont pas de problème. Voilà. C'est rare, mais effectivement, ça existe. Ouais. Yes. Autre question. Oui. C'est oui. Oui. Alors, Packer, lui, effectivement, il tourne déjà sur une machine EC2 qui, elle, a un rôle qui permet d'avoir accès globalement aux API d'Amazon. Donc, Packer, lui, sait déjà comment créer en fait une EC2 temporaire. Et du coup, on utilise simplement le provider, le provisionneur Ansible, qui, lui, en fait, va se charger, quand l'EC2 sera créé, de lancer en fait le playbook. Il sait déjà le faire tout seul. On lui dit juste, je veux que tu provisionnes du Ansible et voici les playbooks que tu dois exécuter. Et lui, c'est se connecter en SSH sur cette machine temporaire-là pour installer en fait les playbooks qu'on a demandé. Et après, il sait snapshotter et ensuite, il sait pusher en fait l'image sur l'AMI, notre catalogue. Voilà. Il sait le faire tout seul. La difficulté, c'était juste de générer tous ces fichiers en fait Packer. C'était ça le problème. Et du coup, c'est Ansible qui nous a aidés. C'est bon? Autre question? Oui? Oui. Alors, dans les images Docker, non, on n'installe pas dessus. C'est plus sur les EC2. Ouais. C'est plus sur les EC2. Parce qu'effectivement, avec les EC2, ça permet par exemple à ceux qui gèrent l'antivirus de dire vous n'avez pas des firewalls de la machine d'activer, etc., etc. Mais ce n'est pas sur les conteneurs. La seule chose qu'on exécute effectivement sur les conteneurs, ce n'est que le rôle d'installation des certificats. C'est tout. Parce qu'effectivement, alors, pour le monitoring, en fait, étant donné que les conteneurs sont créés et supprimés à chaque moment sur le cluster, on évite de le faire. On a directement du Grafana et les trucs d'alerting, voilà, on va dire quoi, des éditeurs qui permettent, Dynatrace par exemple, qui nous permet d'administrer les conteneurs sur EKS. Mais vraiment, sur les conteneurs, on ne fait que de l'apt update et ensuite on installe les certificats parce qu'on les utilise par exemple sur, comment on appelle, Fargate. Donc, des fois, pour nos pipelines GitLab, on provisionne en fait des conteneurs et du coup, ces conteneurs en fait doivent pouler du code en fait depuis les GitLab qui auront des certificats privés à la CMA. Donc, exactement, il leur faut ces certificats-là. C'est principalement la seule chose qu'on fait. Pardon? Ah, ok. Ok, je vois, effectivement. Et nous, effectivement, pour l'instant, on n'est pas encore peut-être à ce niveau-là. Peut-être qu'on y arrivera.